Relativement à la très étrange et pourtant très familière histoire que je vais coucher par écrit, je n'attends ni ne sollicite la créance. Vraiment, je serais fou de m'y attendre. Dans un cas où mes sangs eux-mêmes rejettent leur propre témoignage. Cependant, je ne suis pas fou. Et très certainement, je ne rêve pas. Mais demain, je meurs. Et aujourd'hui, je voudrais décharger mon âme. Dès mon enfance, j'étais noté pour la docilité et l'humanité de mon caractère. Ma tendresse de cœur était même si remarquable qu'elle avait fait de moi le jouet de mes camarades. J'étais particulièrement fou des animaux et mes parents m'avaient permis de posséder une grande variété de favoris. Je passais presque tout mon temps avec eux et je n'étais jamais si heureux que quand je les nourrissais et les caressais. Pour ceux qui ont voué une affection à un chien fidèle et sagace, je n'ai pas besoin d'expliquer la nature ou l'intensité des jouissances qu'on peut en tirer. Il y a dans l'amour désintéressé d'une bête, dans ce sacrifice d'elle-même, quelque chose qui va directement au cœur de celui qui a eu fréquemment l'occasion de vérifier la chétive amitié et la fidélité de gaz de l'homme naturel. Je me mariai de bonne heure et je fus heureux de trouver dans ma femme une disposition sympathique à la mienne. Observant mon goût pour ses favoris domestiques, elle ne perdit aucune occasion de me procurer ceux de l'espèce la plus agréable. Nous eûmes des oiseaux, un poisson doré, un beau chien, des lapins, un petit singe et un chat. Ce dernier était un animal remarquablement fort et beau, entièrement noir et d'une sagacité merveilleuse. En parlant de son intelligence, ma femme, qui au fond n'était pas peu pénétrée de superstition, faisait de fréquentes allusions à l'ancienne croyance populaire qui regardait tous les chats noirs comme des sorcières déguisées. Ce n'est pas qu'elle fût toujours sérieuse sur ce point, et si je mentionne la chose, c'est simplement parce que cela me revient en ce moment même à la mémoire. Pluton. Pluton, c'était le nom du chat. C'était mon préféré. Mon camarade. Moi seul, je le nourrissais et il me suivait dans la maison, partout où j'allais. Ce n'était même pas sans peine que je parvenais à l'empêcher de me suivre dans la rue. Ah ouais, everybody! Pluton, mon chat, noir, noir. Notre amitié subsista ainsi plusieurs années. Plusieurs années durant lesquelles l'ensemble de mon caractère et de mon tempérament subit une alternation radicalement mauvaise. Je devins de jour en jour plus morne, plus irritable, plus insoucieux des sentiments des autres. Je me permis d'employer un langage brutal à l'égard de ma femme. À la longue, je lui infligeais même des violences personnelles. Mes pauvres favoris, naturellement, durent ressentir le changement de mon caractère. Non seulement je les négligeais, mais je les maltraitais. Quant à Pluton, toutefois, j'avais encore pour lui une considération suffisante qui m'empêchait de le malmener. Tandis que je n'éprouvais aucun scrupule à maltraiter les lapins, le singe et même le chien quand par hasard ou par amitié il se jetait dans mon chemin. Mais mon mal m'envahissait de plus en plus, car le mal est comparable à l'alcool. Et à la longue, Pluton, lui-même, qui maintenant se faisait vieux et qui naturellement devenait quelque peu maussade, Pluton lui-même commençait à connaître les effets de mon méchant caractère. Une nuit, comme je rentrais au logis, très ivre, au sortir d'un de mes repères habituels des faubourgs, je m'imaginais que le chat évitait ma présence. Je le saisis, mais lui effrayé de ma violence. Il me fit à la main une légère blessure avec les dents. Une fureur de démon s'empara soudainement de moi. Je ne me reconnus plus. Mon âme originelle sembla tout de...
Tout s'envolait de mon corps et une méchanceté hyper diabolique, saturée de divine, pénétra chaque fibre de mon être. Je tirai de la poche de mon vilain canif, je l'ouvris, je saisis la pauvre bête par la gorge et délibérément, je fis sauter un de ses yeux de son orbite. Quand la raison me revint avec le matin, quand j'eus cuvé les vapeurs de ma débauche nocturne, j'éprouvais un sentiment moitié d'horreur, moitié de remords pour le crime dont je m'étais rendu coupable. Mais c'était tout au plus un faible et équivoque sentiment, et l'âme n'en se mit pas les atteindre. Je me replongeai dans les excès, et bientôt, je noyais dans le vin tous les souvenirs de mon action. Pluton guérit lentement. Pluton. L'orbite de son œil perdu présentait, il est vrai, un aspect effrayant, mais il n'en parut plus souffrir désormais. Il allait et venait dans la maison, selon son habitude. Mais comme je devais m'y attendre, il fit avec une extrême terreur à mon approche. Il me restait assez de mon ancien cœur pour me sentir d'abord affligé de cette évidente antipathie de la part d'une créature qui jadis m'avait tant aimé. Mais ce sentiment fit bientôt place à l'irritation. Et alors apparut comme pour ma chute finale et irrévocable, l'esprit de perversité. Aussi sûr que mon âme existe, je crois que la perversité est une des primitives impulsions du cœur humain. Qui ne s'est pas surpris 100 fois commettant une action sotte ou vile par la seule raison qu'il savait devoir ne pas la commettre? N'avons-nous pas une perpétuelle inclination, malgré l'excellence de notre jugement, à violer ce qui est la loi, simplement parce que nous comprenons que c'est la loi? C'est ce désir ardent, insondable de l'âme de se torturer elle-même, de violenter sa propre nature, de faire le mal pour l'amour du mal seul. C'était l'amour du mal pour l'amour du mal seul qui me poussait à continuer et finalement à consommer le supplice que j'avais infligé à la bête inoffensive. Un matin de sang-froid, je glissai un nœud coulant autour de son cou et je le pendis à la branche d'un arbre. Je le pendis avec des larmes plein mes yeux. Je le pendis parce que je savais qu'il m'avait aimé, parce que je sentais qu'il ne m'avait donné aucun sujet de colère. Je le pendis parce que je savais qu'en faisant ainsi, je commettais un péché mortel qui compromettait mon âme immortelle au point de la placer, si telle chose était possible, même au-delà de la miséricorde infinie du Dieu très miséricordieux et très terrible. Dans la nuit qui suivit le jour où fut commise cette action cruelle, je fus tiré de mon sommeil par le cri au feu. Je me souviens, les rideaux de mon lit étaient en flammes. Toute la maison flambait. Ce ne fut pas sans une grande difficulté que nous échappâmes à l'incendie. Ma femme, un domestique et moi. La destruction fut complète. Toute ma fortune fut engloutie.
Et je m'abandonnais dès lors au désespoir. Je ne cherche pas à établir une liaison de cause à effet entre l'atrocité et le désastre. Je suis au-dessus de cette faiblesse, mais je rends compte d'une chaîne de faits, et je ne veux pas négliger un seul anneau. Le jour qui suivit l'incendie, je visitais les ruines. Les murailles étaient toutes tombées, une seule exceptée. Et cette seule exception se trouve à être une cloison intérieure, peu épaisse, située à peu près au milieu de la maison, et contre laquelle s'appuyait le chevet de mon lit. La maçonnerie avait ici en grande partie résisté à l'action du feu, fait que j'attribuais à ce qu'elle avait été récemment remise à neuf. Autour de ce mur, une foule épaisse était rassemblée, et plusieurs personnes paraissaient en examiner une portion particulière avec une minutieuse et vive attention. Les mots « étrange »,« singulier » et autres semblables expressions incitèrent ma curiosité. Je m'approchai et je vis, semblable à un bas-relief sculpté sur la surface blanche, la figure gigantesque d'un chat. L'image était rendue avec une exactitude vraiment merveilleuse. Il y avait une corde autour du cou de l'animal. Tout d'abord, en voyant cette apparition, car je ne pouvais guère considérer cela que comme une apparition, mon étonnement et ma terreur furent extrêmes. Mais enfin, la réflexion vint à mon aide. Le chat, je m'en souvenais, avait été pendu dans un jardin adjacent à la maison. Au cri d'alarme, ce jardin avait été immédiatement envahi par la foule et l'animal avait dû être détaché de l'arbre par quelqu'un et jeté dans ma chambre à travers une fenêtre ouverte. Cela avait été fait, sans doute, dans le but de m'arracher au sommeil. La chute des autres murailles avait comprimé la victime de ma cruauté dans la substance du plâtre fraîchement étendu. La chaux de ce mur combinée avec les flammes et l'ammoniaque du cadavre avait ainsi opéré l'image telle que je la voyais. Eh bien, quoique je satisfisse ainsi lestement ma raison, sinon tout à fait ma conscience, relativement à ce fait surprenant, cette espèce de figure d'un gigantesque chat, avec une corde autour du cou. Non. Il n'en fit pas moins sur mon imagination une impression profonde. Pendant plusieurs mois, je ne pus me débarrasser du fantôme du chat. Et durant cette période, un demi-sentiment revint dans mon âme, qui paraissait être, mais qui n'était pas le remords. J'allais jusqu'à déplorer la perte de l'animal et à chercher autour de moi, dans les bouges méprisables que maintenant je fréquentais habituellement, un autre favori de la même espèce et d'une figure à peu près semblable pour le suppléer. Une nuit, comme j'étais assis à moitié stupéfié dans un repère plus qu'infâme, mon attention fut soudainement attirée vers un objet noir, reposant sur le haut d'un des immenses tonneaux de gin ou de rhum qui composaient le principal ameublement de la salle. Depuis quelques minutes, je regardais fixement le haut de ce tonneau. Et ce qui me surprenait maintenant, c'était de n'avoir pas encore aperçu l'objet situé dessus. Je m'en approchais, je le touchais avec ma main. C'était un chat noir, un très gros chat, au moins aussi gros que Pluton, lui ressemblant absolument, excepté en un point. Pluton n'avait pas un poil blanc sur tout le corps. Celui-ci portait une éclaboussure large et blanche, mais d'une forme indécise qui couvrait presque toute la région de la poitrine.
peine nous touché qu'il se leva subitement, ronronnant fortement, se frotta contre ma main et parut enchanté de mon attention. C'était donc là la vraie créature dont j'étais en quête. J'offris tout de suite au propriétaire de le lui racheter, mais cet homme ne le revendiqua pas, ne le connaissait pas, et ne l'avait jamais vu auparavant. Il était marrant, ce chat. Je continuais mes caresses et, quand je me préparais à retourner chez moi, l'animal se montra disposé à m'accompagner. Quand il fut arrivé à la maison, il s'y trouva comme chez lui et devint tout de suite le grand ami de ma femme. Pour ma part, je me sentis bientôt s'élever en moi une antipathie contre lui. C'était justement le contraire de ce que j'avais espéré, mais je ne sais ni comment ni pourquoi cela eut lieu. Son évidente tendresse pour moi me dégoûtait presque et me fatiguait. Par de lents degrés, ces sentiments de dégoût et d'ennui s'élevèrent jusqu'à l'amertume de la haine. Pendant quelques semaines, je m'abstins de battre le chat ou de le malmener violemment, mais graduellement, insensiblement, j'en vins à le considérer avec un indicible horreur. Ce qui ajouta sans doute à ma haine contre l'animal fut la découverte que je fis le matin après l'avoir ramené à la maison que, comme Pluton, lui aussi avait été privé d'un de ses yeux. Néanmoins, l'affection du chat pour moi paraissait s'accroître en raison de mon aversion contre lui. Il suivait mes pas avec une opiniâtreté qui serait difficile de faire comprendre au lecteur, mais chaque fois que je m'asseyais, il se blottissait sous ma chaise, ou il sautait sur mes genoux, me couvrant de ses affreuses caresses. Si je me levais pour marcher, il se fourrait dans mes jambes et me jetait presque par terre, ou bien enfonçait ses griffes longues et aiguës dans mes habits, grimpait de cette manière jusqu'à ma poitrine. Dans ces moments-là, quoique je désirasse le tuer d'un bon coup, j'en étais empêché en partie par le souvenir de mon premier crime. Mais principalement, je dois le confesser tout de suite, par une véritable terreur de la bête. Ma femme m'avait appelé mon attention plus d'une fois sur le caractère de la tache blanche dont j'ai parlé et qui constituait l'unique différence visible entre l'étrange bête et celle que j'avais tuée. Elle avait à la longue pris une rigoureuse netteté de contour, cette tache. C'était maintenant l'image d'une hideuse, d'une sinistre chose. L'image du Sibé. Oh, lugubre et terrible machine d'horreur et de crime, d'agonie et de mort. Et maintenant, j'étais en vérité misérable, au-delà de la misère possible de l'humanité, une bête brute, dont j'avais avec mépris détruit le frère, une bête brute engendrée pour moi. Je ne connaissais plus la béatitude du repos, ni le jour, ni la nuit. Durant le jour, la créature ne me laissait pas un seul moment. Et pendant la nuit, à chaque instant, quand je sortais de mes rêves pleins d'une intraduisible angoisse, c'était pour sentir la tiède haleine de la chose sur mon visage. Et son immense poing, incarnation d'un cauchemar que j'étais impuissant à secouer, éternellement posé sur mon cœur. De mauvaises pensées devinrent mes seules intimes. La tristesse de mon humeur habituelle s'accrut jusqu'à la haine de toute chose et de toute humanité. Cependant, ma femme, qui ne se plaignait jamais, hélas, c'était mon souffre-douleur ordinaire. La plus patiente victime d'une fréquente et indomptable l'éruption d'une furie à laquelle je m'abandonnais dès leur aveuglément. Un jour, elle m'accompagna pour quelques besognes domestiques dans la cave du vieux bâtiment où notre pauvreté nous contraignit d'habiter. Le chat me suivit sur les marches roides de l'escalier et m'ayant presque culbuté la tête la première, m'exaspéra jusqu'à la folie,
levant une hache et oubliant dans ma rage la peur puérile qui jusque-là avait retenu ma main, j'adressai à l'animal un coup qui eût été mortel, s'il avait été porté comme je le voulais. Mais ce coup fut arrêté par la main de ma femme. Cette intervention m'aiguillonna jusqu'à une rage plus que démoniaque. Je débarrassai mon bras de son étreinte et lui enfonçai ma hache dans le crâne. Elle tomba morte sur la place sans pousser un gémissement. Cet horrible meurtre accompli, je me mis immédiatement et très délibérément en mesure de cacher le corps. Je compris que je ne pouvais pas le faire disparaître de la maison, soit de jour, soit de nuit, sans courir le danger d'être observé par les voisins. Plusieurs projets traversèrent mon esprit. À un moment, j'eus l'idée de couper le cadavre par petits morceaux et de les détruire par le feu. Puis je résolus de creuser une fosse dans le sol de la cave. Puis je pensais à le jeter dans le puits de la cour, puis à l'emballer dans une caisse comme marchandise, avec les formes usitées, et à charger un commissionnaire de la porter hors de la maison. Finalement, je m'arrêtais à un expédient que je considérais comme le meilleur de tous. Je me déterminais à le murer dans la cave. La cave était fort bien disposée pour un pareil dessein. Emmurer ma femme. Les murs étaient construits négligemment. Il y avait une saillie causée par une fausse cheminée là. Je ne doutais pas qu'il ne me fût facile de déplacer les briques à cet endroit, d'y introduire le corps de ma femme et de murer le tout de la même manière, de sorte qu'aucun œil n'y put rien découvrir de suspect. Et je ne fus pas déçu de mon calcul. Quand j'eus fini, je vis avec satisfaction que tout était pour le mieux. Le mur ne présentait pas la plus légère trace de dérangement. J'enlevai tous les gravats avec le plus grand soin, j'épluchai pour ainsi dire le sol, je regardais triomphalement autour de moi et me dis à moi-même, ici au moins, ma peine n'aura pas été perdue. Mon premier mouvement ensuite fut de chercher la bête qui avait été la cause d'un si grand malheur, car à la fin j'avais résolu fermement de le mettre à mort. Elle ne se présenta pas de toute la nuit, et ainsi ce fut la première bonne nuit. La première bonne nuit depuis son introduction dans la maison. Que je dormis solidement et tranquillement. Oui, je dormis avec le poids de ce meurtre sur l'âme. Le second et le troisième jour s'écoulèrent, et cependant mon bourreau ne vint pas. Le quatrième jour, depuis l'assassinat, une troupe d'agents de police vint très inopinément à la maison et procéda à une rigoureuse investigation des lieux. Confiant néanmoins dans l'impénétrabilité de la cachette, je n'éprouvais aucun embarras. Les officiers me firent les accompagner dans leurs recherches. Ils descendirent dans la cave. Pas un muscle en moi ne tressaillit. Mon cœur battait paisiblement comme celui d'un homme qui dort dans l'innocence. La police était pleinement satisfaite et se préparait à décamper. La jubilation de mon cœur était trop forte pour être réprimée. Je brûlais de dire au moins un mot, rien qu'un mot, en manière de triomphe et de rendre 2 fois plus convaincus leur conviction de mon innocence. Gentlemen, je suis enchanté d'avoir apaisé vos soupçons. Je vous souhaite à tous une bonne santé et un peu plus de courtoisie. Soit dit en passant, gentlemen, voilà une maison singulièrement bien bâtie, non? Je puis dire que c'est une maison admirablement bien construite. Si, ces murs. Est-ce que vous partez, gentlemen? Ces murs sont solidement maçonnés.
Et ici, par une bravade frénétique, je frappais fortement avec une canne que j'avais à la main, juste sur la partie du briquetage derrière laquelle se tenait le cadavre de l'épouse de mon cœur. Garde! À peine l'écho de mes coups était-il tombé dans le silence qu'une voix me répondit du fond de la tour. Une plainte d'abord voilée et entrecoupée comme le sanglotement d'un enfant, puis bientôt s'enflant en un cri prolongé, sonore et continu, tout à fait anormal et anti-humain. Un hurlement, un glapissement moitié horreur, moitié triomphe. Dire mes pensées serait folie. Je me sentis défaillir et je chancelais contre le mur opposé. Pendant un moment, les policiers placés sur les marches restèrent immobiles, stupéfiés par la terreur. Un instant après, une douzaine de bras robustes s'acharnaient sur le mur. Ils tombaient tout d'une pièce. Le corps de ma femme, déjà grandement délabré, souillé de sang grumelé, se tenait droit devant les yeux des spectateurs. Et sur sa tête, avec la gueule rouge dilatée et l'œil unique flamboyant, était perchée la hideuse bête dont l'astuce m'avait induit à l'assassinat et dont la voix révélatrice m'avait livré au bourreau. J'avais muré le monstre dans la tombe. Adieu mes enfants. Toi, mouais. Ouais. Non, c'est pas mouais. C'était le chat noir. Écoute un peu. Mais je vous écoute, patron, même si j'ai toujours pas d'oreille depuis lundi. Oh, c'est pas le moment. J'ai pas de yeux non plus. On s'en fout, Marguerite. C'était... J'ai pas de nez. Oh! C'était le chat noir. Une nouvelle d'Edgar Allan Poe, traduite par André Baudelaire. Charles. Oui, Charles, je le savais, j'allais le dire. Traduite par Charles Baudelaire. Bon allez, tu vas pas me faire la gueule parce que c'est toujours rien dessiné dessus, Marguerite. Qu'est-ce que t'en penses, franchement? Le monde ne me fera avec une émission culturelle. Non, rigole pas, Tex, pour une fois que c'est vrai. Moi, je trouve que ça fait du bien, comme ça. Bébé. Au revoir et à demain pour le final.